Mes parents recevaient 2000 $ par mois de ma part pour qu'ils puissent vivre confortablement. Mais le jour de mon mariage, ils ne se sont pas présentés. Quand j'ai appelé, maman a claqué « Ne nous dérangez pas ». J'ai raccroché, tremblante, et j'ai immédiatement fermé tous les comptes à mon nom. 30 minutes plus tard, papa est devenu fou. Je m'appelle Candice Dubois, 32 ans, et je suis médecin réside à Annecy, en Savoie. Pendant 4 ans, j'ai envoyé à mes parents 2000 $ chaque mois, le loyer, les frais médicaux, les réparations de voitures, tout ce que vous pouvez imaginer. Un total de 24 000 $ par an directement sur ma paie, juste pour qu'ils vivent confortablement. Mais le jour de mon mariage, ils ne sont jamais venus. Pas d'appel, pas de SMS, aucune explication. Mon cœur battait la chamade quand j'ai appelé, et ma mère a rétorqué « Ne nous dérangez pas ». Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Mes mains tremblaient en raccrochant. Je suis resté figé dans la salle d'habillage, les larmes coulant, puis j'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris une décision que je n'aurais jamais pensé avoir à prendre. 30 minutes plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. La voix de mon père s'est brisée alors qu'il me suppliait de changer d'avis. Je ne l'ai pas fait. J'avais passé des années à croire que la famille signifiait le sacrifice. J'ai fait des heures supplémentaires, j'ai sauté des voyages et j'ai renoncé à des choses que je voulais, tout pour couvrir leurs urgences. Ils ne m'ont jamais dit merci une seule fois. Mon mari m'a souvent demandé « Pourquoi les laisses-tu te manipuler comme ça ?» Je n'ai jamais eu de réponse. Mais debout là, dans ma robe de mariée, les mots froids de ma mère résonnant dans ma tête, j'ai finalement réalisé que j'étais épuisé de tout porter. Ce fut le moment où j'ai choisi d'y mettre fin. Si vous avez déjà dû vous choisir plutôt que les attentes familiales, que feriez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'adorerais entendre votre histoire. Après ce jour, je n'ai pas pu me défaire du poids de ces 4 années. Chaque mois, j'envoyais 2000 $ à mes parents, virés directement de ma paie. Leur loyer à Annecy, en Savoie, était de 700 $, payable le premier, et je m'en chargeais sans faute. Lorsque les maux de dos de ma mère se sont intensifiés, j'ai payé ses séances de kinésithérapie, 500 $ la séance, plus ses prescriptions. Leur vieille berline est tombée en panne 2 fois par an. Alternateur, frein, tout y est passé. Et je payais la facture, 300 $ de plus à chaque fois. J'ai même installé leur internet et leur câble, pensant que cela leur faciliterait la vie. Mais peu importe ce que je donnais, ils ne disaient jamais merci. Jamais. Ils m'envoyaient un simple message, argent reçu, ou m'appelaient avec une autre histoire à dormir debout, et j'envoyais plus, comme si c'était mon travail. Ils agissaient comme si c'était leur dû. Mon père appelait d'une voix plate, disant que leur facture d'eau était de nouveau en retard, comme si j'étais censé le savoir. Ma mère faisait allusion à des dépenses imprévues, sans jamais expliquer, attendant simplement que je m'en occupe. Je m'asseyais à mon ordinateur après un long quart d'hôpital, transférant des fonds, sentant la pression sur mon propre budget. J'ai réduit les sorties au restaurant, j'ai sauté de nouveaux vêtements, j'ai fait des heures supplémentaires pour que tout rentre dans le budget. Ils s'en fichaient. Pour eux, j'étais la fiable, celle qui s'en sortirait toujours, sans poser de questions. Ce n'était pas de la gratitude qu'ils me donnaient. C'était le silence. Ma sœur, Sophie, était une autre histoire. À 28 ans, elle était une agente immobilière vedette vendant des maisons à 1 million € sur le marché florissant d'Annecy. Mes parents ne cessaient de se vanter d'elle. Sophie a conclu une autre affaire, disait ma mère à table, les yeux brillants. Elle va loin. Pendant ce temps, c'était moi qui payais leurs factures, mais ils mentionnaient à peine mon nom. Sophie débarquait dans leur appartement avec du café ou des pâtisseries, jouant la fille parfaite, tandis que j'étais coincé à envoyer de l'argent depuis mon canapé. Elle n'a jamais proposé de contribuer, pas même un centime. Une fois, je l'ai vue arriver dans un nouveau SUV rutilant, et mes parents ont applaudi comme si elle avait gagné un prix. Je conduisais une Corolla de 10 ans. J'ai essayé de leur parler il y a des années. Après un quart de travail éprouvant, j'ai appelé mon père, la voix tremblante, et je lui ai demandé pourquoi il ne reconnaissait jamais ce que je faisais. Il a balayé la chose. Tu vas bien, n'est-ce pas? Nous en avons plus besoin. Ma mère est intervenue en disant, Sophie construit sa carrière. Tu es la stable. Stable? Comme si j'étais une machine, pas leur fille. J'ai raccroché, le cœur serré,
mais j'ai continué à envoyer l'argent. Je me disais qu'ils allaient se remettre sur pied, que ce n'était que temporaire. 4 ans plus tard, j'étais toujours leur banque. Mon mari, Marc, l'a vu très tôt. Il me regardait stressé face à leur dernière urgence, la mâchoire serrée. « Pourquoi les laisses-tu te traiter comme ça ?» demandait-il, la voix basse, comme s'il ne voulait pas trop insister. J'esquivais la question, marmonnant sur la loyauté familiale, mais ces mots restaient. Mon amie, Chloé, avocate en ville, était plus franche autour d'un café. Elle se penchait, les yeux perçants. « Il t'exploite, Candice. Quand on il demandait la dernière fois comment tu allais. » Je ne pouvais pas répondre. Je changeais de sujet, mais sa question persistait, s'ajoutant aux doutes que je ressentais déjà. Ce n'était pas seulement leur question. C'étaient les petits moments qui blessaient profondément. Comme quand ma mère a appelé pour demander 1 000 € supplémentaires pour un spécialiste qu'elle ne nommait pas. J'étais déjà à la limite, prenant des quarts supplémentaires pour couvrir mon propre loyer. J'ai demandé des détails et elle a rétorqué, « Pourquoi ne nous faites-vous pas confiance ?» J'ai quand même envoyé l'argent, en me haïssant pour cela. Une autre fois, mon père avait besoin de nouveaux pneus pour leur voiture. J'ai payé, mais quand j'ai rendu visite, Sophie était là, montrant son nouveau sac de créateur. Il n'avait pas besoin de moi. Il voulait mon argent. La culpabilité me maintenait piégé. En grandissant, mes parents m'avaient inculqué que la famille passe avant tout, quoi qu'il arrive. Si j'arrêtais d'aider, je serais la mauvaise fille, celle qui les a abandonnés. Je restais éveillé la nuit, me demandant si j'avais tort de me sentir exploité. Marc me tenait, disant que je méritais mieux, mais je ne pouvais pas lâcher prise. Je continuais à penser que si je donnais juste un peu plus, ils me verraient. Mais ils ne l'ont pas fait. Et ce poids, cette douleur silencieuse était tout ce que j'avais à montrer. La culpabilité persistait, mais j'avais des choses plus importantes à affronter. Mon mariage était censé être parfait. Marc et moi avions passé des mois à l'organiser, en choisissant chaque détail pour la petite cérémonie dans un centre communautaire d'Annecy, en Savoie. Nous avions loué la salle, un espace cosy avec des poutres en bois et un éclairage doux, et je m'étais occupé de tout. Le traiteur, les fleurs, même la playlist. J'avais envoyé des invitations à mes parents des semaines à l'avance, j'avais appelé pour confirmer leur venue et j'avais proposé de couvrir leur essence pour le court trajet en ville. Ils avaient promis d'être là, la voix de mon père stable au téléphone. Ma mère ajoutant un rapide « Bien sûr, nous serons là ». Je les avais crus. Je voulais les croire. Alors, je me suis tenu à l'hôtel dans une robe blanche qui a coûté la moitié de mes économies, scrutant la foule à la recherche de leur visage. Ils ne sont jamais venus. La cérémonie a continué. Les vœux de Marc m'ont fait rire à travers les larmes. Nos amis ont applaudi quand nous nous sommes embrassés. Mais toutes les quelques minutes, je jetais un coup d'œil à la porte. Rien. Au moment où nous avons coupé le gâteau, j'avais l'estomac noué. Je me suis éclipsé dans le couloir, j'ai composé le numéro de ma mère et j'ai retenu ma respiration. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Ne nous dérangez pas », a-t-elle dit, la voix aussi tranchante que si je l'avais interrompue. Je me suis figé, le téléphone tremblant dans ma main. « Maman, c'est mon mariage », j'ai réussi à dire. Mais la ligne s'est coupée. Je suis resté là, le voile glissant, sentant le sol disparaître sous mes pieds. Ces 3 mots brûlaient plus que leur absence, plus que tout. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Quelque chose d'autre a pris le dessus, une colère froide et tranchante que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je suis retourné à la réception, j'ai trouvé mon ordinateur portable dans la suite nuptiale et je me suis connecté à tous les comptes qui leur étaient liés. Le paiement automatique de leur loyer annulé, les factures de services publics à mon nom déconnectées, la carte de crédit qu'ils utilisaient pour les courses gelées. J'ai appelé leur propriétaire, lui ai donné leur numéro et lui ai dit que j'avais terminé. Il m'a fallu moins d'1 heure pour défaire 4 ans de soutien. Marc m'a trouvé, sa cravate dénouée, l'inquiétude dans ses yeux. « Que se passe-t-il » a-t-il demandé. Je lui ai raconté ce que ma mère avait dit, ma voix tremblante, mais ferme. Il m'a serré dans ses bras, disant que nous allions trouver une solution, mais je savais que ce que j'avais fait était définitif. Le lendemain matin, une lettre est arrivée à notre maison. Pas un SMS, pas un appel. Une note manuscrite glissée sous la porte.
L'écriture penchée de ma mère remplissait la page, des mots dégoulinant de venin. Tu crois pouvoir nous couper? Tu le regretteras, Candice. Nous nous assurons que ce soit le cas. Ce n'était pas une supplication. C'était une menace, vague mais lourde, faisant allusion à des problèmes qu'elle ne nommait pas. J'ai lu la lettre 2 fois, serrant le papier, mon cœur battant d'un mélange de rage et d'incrédulité. Ils n'avaient pas seulement manqué mon mariage, ils étaient prêts à me combattre pour cela. J'ai montré la lettre à Marc et son visage s'est durci. Ce n'est pas juste, a-t-il dit, la voix basse. Nous devons faire quelque chose. Je ne pouvais plus le garder à l'intérieur. J'ai conduit chez ma grand-mère. L'une des seules personnes qui avait toujours vu clair à travers mes parents. Elle a ouvert la porte. Ses cheveux argentés tirés en arrière. Ses yeux perçants à 70 ans. J'ai raconté toute l'histoire. Leur absence, l'appel téléphonique, la lettre. Le visage de Lilian s'est crispé à chaque mot. Elles sont allées trop loin, a-t-elle dit, la voix d'acier. Sans un autre mot, elle a pris son manteau et s'est dirigée vers l'appartement de mes parents à quelques kilomètres de là, dans un complexe délabré. Je l'ai suivie, le cœur battant la chamade, ne sachant pas ce qu'elle allait faire. Lilian n'a pas frappé. Elle s'est tenue devant leur porte, sa voix portant à travers le parking. Nancy, tu devrais avoir honte, a-t-elle crié assez fort pour que les voisins jettent un coup d'œil à travers leur store. Tu as manqué le mariage de ta fille, et maintenant tu la menaces. Tu n'es pas une mère. Ma mère a ouvert la porte. Son visage rouge, bafouillant des excuses. Mais Lilian n'a pas lâché prise. Tu as pris son argent, son temps, son cœur, et tu ne rends rien. J'en ai assez de te voir lui faire du mal. Les voisins se sont rassemblés, chuchotant pendant que ma mère rétrécissait dans l'embrasure de la porte. Gérard est apparu derrière elle, silencieux, ses yeux évitant les miens. Lilian s'est tournée vers moi, son expression féroce. Tu as bien fait, Candice. Ne les laisse pas te ramener. Je suis resté là, ma colère se mêlant à un étrange soulagement. Pour la première fois, quelqu'un l'avait dit à voix haute. Il ne me méritait pas. Les mots de Lilian résonnaient dans ma tête, noyant la culpabilité que j'avais portée pendant des années. Je ne me battais plus seulement pour moi. J'en avais fini de les laisser gagner. Quelques jours après qu'elle eut confronté mes parents, j'ai reçu un appel de ma banque à Annecy. Une guichetière, la voix hésitante, m'a dit que quelqu'un avait tenté d'accéder à l'un de mes anciens comptes chèques, celui que j'utilisais pour payer les factures de mes parents il y a des années. Ils avaient tenté un retrait de $2000, prétendant qu'il s'agissait d'un virement autorisé. La banque l'avait signalé. Mon nom était sur le compte, mais l'idée ne correspondait pas. J'ai su instantanément que c'était mon père, Gérard, ou ma mère, Nancy. Ils avaient toujours eu accès à ce compte à l'époque où j'envoyais de l'argent chaque mois. Je l'avais fermé après le mariage, mais ils devaient penser qu'ils pouvaient encore y accéder. La guichetière a confirmé que la tentative avait été refusée, et j'ai ressenti un œuf froid dans l'estomac. Ils n'étaient pas seulement en colère, ils étaient désespérés. Le soir même, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Tu ne peux pas cacher tes secrets éternellement, Candice. Paix où tout le monde le saura. Mon cœur s'est enfoncé en lisant ces mots, qui floutaient sur l'écran. Secret. Je n'en avais aucun, pas du genre qu'il pourrait utiliser. Mais la menace semblait réelle, lourde, comme une ombre qui se rapprochait. J'ai montré le message à Marc, mon mari, alors que nous étions assis dans notre salon. Son visage s'est assombri, sa mâchoire serrée. C'est du harcèlement, a-t-il dit, la voix ferme mais furieuse. Ils essaient de t'effrayer. J'ai hoché la tête, mais mes mains tremblaient. Que avait-il prévu, et jusqu'où irait-il? Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, mon esprit tourbillonnait. Le message continuait de se rejouer, chaque mot plus vif que le précédent. Je ne savais pas de quel secret il parlait, mais l'idée qu'il fouille dans ma vie, qu'il torde quelque chose pour me blesser, me serrait la poitrine. J'ai pensé à les appeler, à exiger des réponses, mais je savais qu'ils esquiveraient ou mentiraient. Au lieu de cela, j'ai envoyé un SMS à Chloé. Elle était chez moi le matin, son ordinateur portable ouvert sur ma table de cuisine, ses yeux parcourant le message que j'avais transféré. C'est sérieux, Candice, a-t-elle dit. Son ton était calme mais ferme. Ils franchissent une ligne.
Nous devons documenter cela et commencer un suivi juridique. J'ai ressenti un sursaut de soulagement mêlé d'effroi. Une action en justice signifiait une escalade, mais ne rien faire semblait pire. Chloé a exposé clairement les choses. Elle a suggéré de déposer une plainte de police pour la tentative de retrait et le SMS menaçant, puis d'obtenir une ordonnance de protection si cela continuait. Vous devez vous protéger, a-t-elle dit, la voix ferme. Ils ne demandent pas seulement de l'argent. Ils essaient de vous contrôler. J'ai hoché la tête, l'estomac noué. L'idée de traîner mes parents en justice semblait surréaliste, comme une trahison de tout ce qu'on m'avait appris sur la famille. Mais Chloé avait raison. Ils n'agissaient pas comme une famille. Ils agissaient comme des gens qui feraient n'importe quoi pour obtenir ce qu'ils voulaient. Marc s'est assis à côté de moi, sa main sur la mienne. Nous sommes avec toi, a-t-il dit. Quoi qu'il en coûte. Pendant que nous parlions, j'ai réalisé que je devais être honnête sur quelque chose que j'avais gardé secret. Il y a quelque chose que vous devez savoir, ai-je dit, la voix basse. J'ai pris une profonde inspiration et je leur ai parlé de mon compte d'épargne secret. Pendant 4 ans, j'avais mis de côté $200 par mois, un petit coussin que j'avais construit pour me sentir en sécurité. Il y avait maintenant $20 000 cachés dans une banque séparée, intacte. Je ne l'avais jamais dit à mes parents, pas après qu'ils aient traité mon argent comme le leur. Les yeux de Marc se sont écarquillés. Tu économisais ça tout en les payant, a-t-il demandé, un mélange de fierté et d'incrédulité dans la voix. Chloé a hoché la tête, l'air perplexe. Bien. C'est à toi, et nous nous assurons qu'ils ne puissent pas y toucher. J'ai expliqué comment j'avais ouvert ce compte après ma première année en tant que médecin réside, en économisant tout ce que je pouvais après leurs demandes interminables. C'était mon filet de sécurité, ma façon de savoir que j'irais bien si les choses tournaient mal. Le garder secret semblait être le seul moyen de le protéger. Mais maintenant, avec leurs menaces qui planaient au-dessus de moi, je me demandais s'ils le savaient d'une manière ou d'une autre. Était-ce le secret qu'ils voulaient dire, ou bluffaient-ils simplement, espérant m'effrayer pour me faire payer à nouveau? L'incertitude me rongeait, mais parler à Marc et Chloé m'a enlevé un poids que je ne réalisais pas porter. Ils ne m'ont pas jugé pour l'avoir caché. Ils ont compris. Chloé s'est mise au travail immédiatement. Elle a rédigé une lettre à la banque demandant un rapport complet sur la tentative de retrait et a commencé à compiler des preuves, le SMS menaçant, le journal d'appel de la banque, même la lettre que ma mère avait envoyée après le mariage. Nous construirons un dossier, a-t-elle dit, ses doigts volant sur son clavier. S'ils essaient autre chose, nous serons prêts. Je l'ai regardée, reconnaissante, mais dépassée. L'idée que mes parents, ma propre chair et mon sang, me poussent à ce point ressemblait à un mauvais rêve, mais je ne reculais pas. Leurs menaces, leur cupidité étaient allées trop loin. Marc est resté avec moi cette nuit-là, planifiant nos prochaines étapes. Nous avons changé les mots de passe de tous mes comptes, ajouté l'authentification à 2 facteurs et vérifié mon rapport de crédit pour toute activité suspecte. Chaque étape semblait fermer une porte qu'ils avaient laissée ouverte pendant des années. J'avais peur, non seulement de ce qu'ils pourraient faire, mais de la façon dont cela changerait tout. La famille n'était pas censée ressembler à ça. Mais en regardant Marc, sa présence stable me rappelait à l'ordre, et en pensant à la détermination farouche de Chloé, j'ai su que je n'étais pas seul. J'avais passé des années à leur donner tout ce que j'avais. Maintenant, j'étais prête à me battre pour moi-même. Une semaine après le SMS menaçant, mon téléphone a sonné avec un numéro que je n'avais pas vu depuis des années. C'était mon oncle Stéphane, le frère cadet de mon père, appelant de chez lui à Grenoble. Sa voix était lourde, comme s'il portait de mauvaises nouvelles. « Candice, nous devons parler de la succession de tes grands-parents, » a-t-il dit. Je me suis figé, mon esprit tourbillonnant. Mes grands-parents étaient décédés il y a des années, et j'avais supposé qu'il n'y avait plus rien à discuter. Mais Stéphane a lâché une bombe. Ils avaient laissé un fonds fiduciaire de $100 000 destiné à moi et à ma sœur Sophie à partager à parts égales. Mon père, Gérard, en était l'exécuteur, mais il ne nous l'avait jamais dit, pas un mot. J'ai serré le téléphone, mon cœur battant la chamade. « Comment l'as-tu découvert ?» ai-je demandé. Stéphane a expliqué qu'il nettoyait son grenier et qu'il avait trouvé une boîte de vieux documents de famille. Parmi eux se trouvait une copie du testament de mes grands-parents me nommant, Sophie et moi comme bénéficiaires.
Il y avait aussi une lettre de ma grand-mère nous exhortant à utiliser l'argent pour notre avenir, études, une maison, un nouveau départ. Stéphane avait appelé la banque fiduciaire pour vérifier son statut, seulement pour apprendre que Gérard avait retiré 10 000 $ il y a 2 ans, prétendant que c'était pour des dépenses familiales. Les registres bancaires montraient qu'il avait falsifié ma signature et celle de Sophie pour l'obtenir. Je me suis senti mal, mon estomac se tordant de choc. Mon propre père m'avait volé ou nous avait volé et l'avait gardé caché. Stéphane a promis de m'envoyer les documents. Le lendemain, un paquet est arrivé chez moi à Annecy, rempli du testament, de la lettre de ma grand-mère et des relevés bancaires montrant le retrait. Je me suis assise à ma table de cuisine, fixant les pages, mes mains tremblant. La lettre était dans son écriture soignée, pleine d'amour et d'espoir pour nous. Mais Gérard avait trahi cela. Il avait pris 10 000 $, de l'argent destiné à mon avenir, et l'avait utilisé pour qui sait quoi. J'ai appelé Chloé, mon amie et avocate, et je lui ai tout montré. Ses yeux se sont plissés en lisant les relevés bancaires. C'est de la fraude, a-t-elle dit, la voix tranchante. Nous pouvons ajouter cela à l'affaire juridique. Marc, mon mari, s'est assis à côté de moi, le visage crispé de colère. Ils n'ont pas seulement menti, ils t'ont volé, a-t-il dit. J'ai hoché la tête, trop stupéfaite pour parler. Le choc s'est transformé en fureur à mesure que j'y pensais. Pendant des années, j'avais envoyé de l'argent, pensant qu'ils avaient du mal, alors qu'ils avaient un fonds fiduciaire secret. Ils m'avaient laissé vider mes économies, travailler des heures supplémentaires et stresser pour leurs factures, tout en cachant l'argent qui m'appartenait de droit. Je voulais conduire à leur appartement, frapper à leur porte et exiger des réponses. Mais avant que je ne puisse le faire, ma sœur Sophie s'est présentée sans prévenir. Elle est entrée dans mon allée dans son SUV rutilant, le visage tendu, sa confiance habituelle disparue. Je l'ai laissée entrer, sur mes gardes, sachant que ce n'était pas une visite amicale. Sophie s'est assise sur mon canapé, évitant à peine mon regard. « Tu dois recommencer à aider maman et papa », a-t-elle dit, la voix basse, mais insistante. « Ils sont en difficulté sans ton argent. » Je l'ai regardée, la mâchoire serrée. Elle ne savait pas encore pour le fonds fiduciaire. Je ne le lui avais pas dit, mais ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Ils en ont besoin, Candice. Tu ne peux pas les abandonner. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix ferme. Sophie, ils nous ont menti. Il y a un fonds fiduciaire, 100 000 $ de mamie et papy. Papa l'a caché et a volé 10 000 $ en falsifiant nos noms. Ses yeux se sont écarquillés, mais elle a secoué la tête. Ce n'est pas vrai. Il ne ferait pas ça. Je lui ai montré les documents, le testament, la lettre, les relevés bancaires. Elle les a lus en silence, les mains tremblant. Mais quand elle a levé les yeux, son expression était dure. Même si c'est vrai, ils ont toujours besoin d'aide, a-t-elle dit. Tu es celle qui a un emploi stable. Envoie-leur juste de l'argent à nouveau. J'ai ressenti une vague de colère plus brûlante que tout ce que j'avais ressenti auparavant. Non, ai-je dit, la voix ferme. J'en ai fini. Ils nous ont volés, Sophie. Ils ne méritent pas un centime. Elle s'est levée, le visage rouge. Tu es tellement égoïste, a-t-elle claqué, et sorti en trombe, claquant la porte derrière elle. La pièce semblait lourde après son départ. Marc m'a passé le bras autour de la taille, mais je pouvais à peine le sentir. Les mots de Sophie ont piqué, non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'elle avait choisi le camp de nos parents, même après avoir vu la vérité. J'avais passé des années à essayer de maintenir notre famille unie. Mais maintenant, je le voyais clairement. Ce n'était plus ma famille. Les mots de Sophie ont profondément blessé, mais le vrai coup restait à venir. Chloé et moi avons décidé qu'il était temps de rendre les choses officielles. Nous avons rédigé un avis juridique, une lettre formelle indiquant que je coupais définitivement tout soutien financier à mes parents. La main ferme de Chloé a écrit chaque détail, les années de paiement, leur tentative d'accéder à mes comptes, les signatures falsifiées sur le fonds fiduciaire. Nous l'avons envoyé par courrier recommandé à leur appartement d'Annecy avec une copie à la banque et à la police pour notre dossier grandissant. Cela ressemblait à tracer une ligne dans le sable, une ligne que je ne franchirais plus. Mon cœur battait la chamade en signant mon nom, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel frénétique de Lilian. Sa voix était vive, tremblant de colère.
Ils étaient là, Candice, a-t-elle dit. Tes parents sont venus chez moi et ont fouillé dans tes affaires. J'ai conduit chez elle, mes mains agrippant le volant, mon esprit tourbillonnant. Lilian vivait dans une petite maison à la périphérie de la ville où j'avais stocké quelques vieilles boîtes de mes livres d'enfance, de mes vêtements, de mes souvenirs. Quand je suis arrivé, le salon était en désordre. Les tiroirs étaient tirés, les papiers éparpillés sur le sol. Mes vieux journaux intimes remplis de pensées d'adolescente avaient disparu. Un album photo avec des images de moi et de mes grands-parents manquait aussi. Lilian a dit qu'elle avait surpris Gérard et Nancy en train de fouiller dans les boîtes pendant qu'elle était sortie faire des courses. Ils n'ont même pas essayé de le cacher, a-t-elle dit, les yeux flamboyants. Ils sont partis quand je suis entré. J'ai ressenti une vague de violation, comme s'ils avaient atteint mon passé et l'avaient déchiré. Ces journaux n'avaient pas de valeur, mais ils étaient à moi, des pensées privées que je n'avais jamais partagées. Les photos étaient des souvenirs irremplaçables d'été avec mes grands-parents avant que tout ne tourne mal. J'ai appelé Chloé immédiatement, la voix tremblante. Elle était furieuse, mais calme, son esprit d'avocate déjà en action. C'est du vol, a-t-elle dit. Nous allons l'ajouter au rapport de police. Ils escaladent, Candice, mais nous sommes plus fortes. Marc, mon mari, se tenait à côté de moi, la main sur mon épaule. Ils ne peuvent pas continuer à faire ça, a-t-il dit, la voix basse mais ferme. J'ai hoché la tête, mais la tension était suffocante. Que cherchait-il? Et pourquoi prendre mes affaires? Le soir même, Sophie m'a appelé, la voix tremblante. Je me suis préparé, m'attendant à une autre dispute, mais elle semblait différente. Effrayée. Maman m'a envoyé un SMS, a-t-elle dit, les mots se précipitant. Elle m'a dit de te faire recommencer à payer, sinon elle nous ferait du mal à toutes les deux. Je l'ai pressée pour avoir des détails. Mon pouls est accéléré. Sophie m'a transféré le message. C'était du numéro de Nancy. Court et glaçant. Dis à Candice d'envoyer l'argent ou vous le regretterez toutes les deux. Mon estomac s'est effondré. Ils ne venaient pas seulement après moi. Ils entraînaient Sophie, l'utilisant comme levier. J'ai dit à Sophie de sauvegarder le message et de rester loin d'eux. Je ne céderai pas, ai-je dit, la voix ferme malgré la peur. Elle n'a pas répondu, a juste raccroché, et je me suis demandé si elle allait écouter. Le lendemain matin, je suis retourné chez Lilian pour nettoyer le désordre. Alors que je triais les papiers éparpillés, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas vu auparavant, une petite enveloppe glissée à l'intérieur d'un vieux livre. C'était une lettre de mes grands-parents adressée à moi, écrite juste avant qu'ils ne décèdent. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Leurs mots étaient clairs, pleins d'amour. Ils avaient mis en place le fonds fiduciaire pour me donner, à Sophie et moi, un avenir, pour s'assurer que nous n'aurions jamais de difficultés comme eux. Ils avaient écrit que Gérard n'était que l'exécuteur, pas le propriétaire, et que l'argent était le nôtre seul. C'était la preuve, indéniable, qu'ils voulaient que nous l'ayons. J'ai serré la lettre, mes yeux brûlants. Mes parents n'avaient pas seulement caché le fond, ils avaient trahi les souhaits de mes grands-parents. J'ai montré la lettre à Chloé, qui l'a scannée attentivement. C'est de l'or, a-t-elle dit, la voix féroce. Cela confirme tout ce que Stéphane nous a dit. Nous allons les utiliser pour les coincer. La tension dans ma poitrine ne s'est pas atténuée, mais j'ai senti un feu grandir en moi. Ils avaient pris mon argent, mes souvenirs, et maintenant ils menaçaient ma sœur. Je ne me battais plus seulement pour me protéger. Je me battais pour ce qui était juste, pour l'héritage que mes grands-parents voulaient pour moi. Chloé m'a appelé quelques jours plus tard, la voix urgente. Elle avait contacté la banque gérant le fonds fiduciaire de mes grands-parents, et la nouvelle était à la fois un soulagement et un choc. Le fonds contenait encore 90 000 $ malgré la tentative de mes parents de le vider. Chloé avait creusé plus profondément, travaillant avec un expert en criminalistique qui avait trouvé des preuves claires de fraude. Les signatures falsifiées de Gérard, non seulement les miennes et celles de Sophie, mais aussi celles de ma grand-mère, utilisées pour siphonner les 10 000 $ il y a des années. La banque avait gelé le compte en attendant l'enquête, et Chloé était prête à demander des poursuites pénales. C'est impeccable, a-t-elle dit, le ton féroce. Ils ne peuvent pas s'en sortir cette fois. J'ai ressenti un frisson, non seulement à cause de leur trahison, mais de la peur de ce qu'ils feraient une fois acculés. Je ne pouvais plus attendre. Avec les conseils de Chloé,
j'ai déposé une demande d'ordonnance de protection contre Gérard et Nancy, me couvrant ainsi que Marc. Nous nous sommes assis dans son bureau, remplissant les formulaires, mes mains stables mais mon cœur battant la chamade. Les formulaires énuméraient leurs actions, les signatures falsifiées, les SMS menaçants, le vol de mes journaux intimes et de mes photos. Chaque mot ressemblait à un pas loin de la famille que j'avais autrefois connue. Marc s'est assis à côté de moi, sa présence rassurante. « Tu fais la bonne chose », a-t-il dit, la voix douce mais certaine. J'ai hoché la tête, mais le poids de tout cela me serrait la poitrine. Et s'il ripostait? Et s'il trouvait un moyen de nous faire du mal? Sophie m'a appelé ce soir-là, la voix tremblante. Je me suis préparé, m'attendant à ce qu'elle défende à nouveau nos parents, mais elle semblait effrayée. Ils m'ont envoyé un SMS, a-t-elle dit, les mots se précipitant. Ils ont dit, si tu n'arrêtes pas les démarches juridiques, nous allons nous assurer que nous payerons toutes les deux. Elle m'a transféré le message, et je l'ai lu avec un sentiment de malaise. Dis à Candice de reculer ou vous aurez toutes les deux des conséquences. C'était d'un nouveau numéro, mais je savais que c'était eux. Le ton tranchant de Nancy était indubitable, même par SMS. J'ai dit à Sophie de le sauvegarder pour Chloé, mais elle a hésité. Ce sont toujours nos parents, a-t-elle dit, la voix brisée. Je ne veux pas leur faire de mal. J'ai serré la mâchoire, la frustration se mêlant à la peur. Ils nous font du mal, Sophie, ai-je dit. Tu n'as pas à choisir entre eux. Mais elle a raccroché, et j'ai su qu'elle n'était pas prête à lâcher prise. Le lendemain, Lilian a appelé avec sa propre mise à jour. Gérard et Nancy s'étaient présentés chez elle sans prévenir, essayant de regagner ses bonnes grâces. Ils s'étaient tenus sur son porche, implorant, disant qu'ils étaient incompris et qu'ils avaient besoin de son soutien pour arranger les choses avec moi. Lilian n'a pas ouvert la porte. Je leur ai dit de partir, a-t-elle dit, la voix d'acier au téléphone. Je ne les laisserai pas m'utiliser pour t'atteindre. J'ai pu entendre la douleur derrière sa force où elle avait élevé mon père. Elle l'aimait, mais elle ne pouvait pas excuser ce qu'il avait fait. Son refus m'a donné du courage, mais cela m'a aussi effrayé. S'ils étaient assez désespérés pour supplier Lilian, qu'allait-il essayer d'autre? Je suis resté éveillé cette nuit-là, mon esprit tourbillonnant avec des possibilités. L'ordonnance de protection était un bouclier, mais elle semblait fragile face à leur persistance. J'imaginais qu'ils se présentaient à mon hôpital, m'attrapant dans le parking, ou pire, ciblant Marc. Mais chaque fois que la peur s'insinuait, je pensais à la détermination de Chloé, à l'obstination de Lilian et au soutien silencieux de Marc. Je n'étais pas seul dans cette affaire. J'avais passé des années à leur donner tout ce que j'avais, croyant que c'était mon devoir. Maintenant, j'avais fini de me plier. Ils pouvaient menacer, manipuler ou supplier, mais je ne retournerais pas en arrière. Leur désespoir était clair, mais la justice était plus proche. Une semaine après le refus de Lilian, Chloé m'a appelé avec une nouvelle qui m'a arrêté net. Mes parents, Gérard et Nancy, avaient été arrêtés dans un bureau de services financiers à Annecy. Ils avaient essayé d'ouvrir un prêt en utilisant une fausse pièce d'identité à mon nom, une tentative maladroite pour contourner les comptes gelés. La police a fouillé leur voiture et a trouvé des preuves accablantes, des copies des lettres menaçantes qu'ils m'avaient envoyées, des faux documents bancaires et mes journaux intimes volés chez Lilian. La voix de Chloé était calme, mais triomphante. C'est tout, Candice, a-t-elle dit. Nous les avons. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'un étrange sentiment de soulagement. Leurs mensonges les avaient finalement rattrapés. Je suis allé au poste de police avec Chloé pour faire ma déclaration. L'agent a présenté les preuves, chaque signature falsifiée, chaque note menaçante. J'ai déposé une demande d'ordonnance de protection permanente me couvrant ainsi que Marc, mon mari. Le juge l'a accordé le lendemain, citant leur harcèlement répété et leur fraude. Cela ressemblait à un poids qui se soulevait, à une porte qui se fermait sur des années de manipulation. Marc m'a serré la main en quittant le palais de justice, ses yeux fiers. « Tu l'as fait » a-t-il dit. J'ai hoché la tête, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années, bien qu'une partie de moi pleurait encore ce qui aurait pu être. Quelques jours plus tard, j'ai appris que Gérard et Nancy avaient été expulsés de leur appartement. Ils n'avaient pas payé le loyer depuis des mois, comptant sur mon argent pour le couvrir. Sans fonds et avec leurs problèmes juridiques qui s'accumulaient, leur propriétaire n'a montré aucune pitié.
Je n'ai pas ressenti de joie à leur chute, mais une paix silencieuse s'est installée en moi. Ils avaient construit leur vie sur la tromperie, et maintenant ils affrontaient les conséquences. Je n'ai pas pris contact. J'en avais fini de porter leur fardeau. Lilian m'a invité chez elle peu après. Elle m'a assise à sa table de cuisine, ses mains stables malgré son âge. D'une petite boîte en velours, elle a sorti une délicate bague en argent gravée de minuscules fleurs. C'était celle de votre arrière-grand-mère, a-t-elle dit, la voix chaleureuse. Elle est pour toi, pour la famille qui te soutient. Je l'ai glissée, ma gorge serrée par l'émotion. Ce n'était pas juste une bague. C'était un rappel de l'amour et de la force que j'avais trouvé en elle, en Marc et en Chloé, la vraie famille que j'avais choisie. Avec le fonds fiduciaire enfin libéré, j'ai accédé à ma part, 45 000 $ après la part de Sophie. Marc et moi avons décidé de rénover notre petite maison d'Annecy, en la transformant en un espace qui nous appartenait vraiment. Nous avons peint les murs d'un beige chaud, remplacé les planchers grinçants et ajouté un jardin où je pouvais planter des fleurs comme ma grand-mère le faisait autrefois. Chaque coup de marteau ressemblait à un pas vers la liberté, une vie qui ne serait plus définie par les exigences de mes parents. J'ai parcouru les pièces finies, mon cœur gonflé de fierté. C'était à moi, gagné par des années de maintien de ma position. Sophie, cependant, a fait son choix. Elle m'a envoyé un dernier SMS, court et froid. Je suis avec maman et papa. Ne me contacte pas. Cela m'a blessé, mais je n'ai pas été surprise. Elle s'était accrochée à eux-mêmes après leurs menaces et leurs mensonges. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé partir, sachant que certains liens étaient trop brisés pour être réparés. Le silence qui a suivi était lourd, mais c'était aussi libérateur. J'avais passé des années à essayer de maintenir ma famille unie, pour finalement réaliser que je devais d'abord me protéger. En regardant en arrière, j'ai appris une dure vérité. La famille n'est pas seulement une question de sang. Ce sont les gens qui te respectent, qui te tirent vers le haut. Poser des limites n'était pas égoïste. C'était de la survie. Je me tenais plus droite maintenant, ancré par l'amour de ceux qui comptaient et la force que j'avais trouvée en moi.